Bonjour à tous. Juste pour situer le contexte de cette étude, malgré tout ce que vous a dit Claire sur les différentes causes connues d'avortement, il reste donc un nombre important d'avortements inexpliqués. Notre démarche a été de rechercher de nouveaux pathogènes impliqués et du coup de se focaliser sur des choses qui ont été occasionnellement rapportées ou suspectées par d'autres équipes de recherche dans le monde, et aussi de faire comme une étude comparative, parce qu'il y a des abortifs qui ont été décrits dans des espèces comme dans l'espèce bovine ou même chez l'homme. Donc c'est un axe de recherche à l'ABO qui existe depuis 2002, puis avec le RESP depuis 2008. Ça a fait l'objet de thèses d'université, de stages de Master 2, et également avec la grande participation de l'ANSES d'Ozulé, que j'ai oublié ici. Excusez-moi, Claire. Ensuite, quels pathogènes ? Les pathogènes sur lesquels nous nous sommes intéressés sont les pathogènes intracellulaires, les hémopathogènes, les bactéries spiralées comme les leptospires, les bactéries nocardioformes que je passerai rapidement, et les mycobactéries. Coxella burnetii, c'est l'agent responsable de la fièvre Q. C'est une bactérie intracellulaire obligatoire, c'est-à-dire que ces bactéries sont incapables de faire la synthèse de leurs propres constituants. C'est une zoonose de répartition mondiale et qui est transmise à l'homme par de nombreux animaux, les moutons, les chèvres, les bovins. Selon une diversité des réservoirs et des voies de transmission que vous voyez ici, il y a 3 voies de transmission qui sont répertoriées ici, par voie aérienne, par ingestion ou par les vecteurs tels que les tiques. Et c'est les animaux sauvages ou les oiseaux sauvages qui transmettent à l'homme, ainsi que les animaux domestiques, dont figurent les chevaux. Et tout ce qui est tout ce qui est en lien, en tout cas, avec les animaux, c'est-à-dire les abattoirs, les tanneries, tout ce qui est industrie laitière, etc. En termes de bibliographie, chez les bovins, c'est décrit vraiment comme un abortif majeur. Et la particularité, c'est que quand il y a une infection à Coxiella burnetii, c'est une contamination massive du placenta et des annexes fétales. Et chez les équidés, une étude réalisée chez nous a montré une prévalence de 1,5% par PCR, mais on n'a pas été capable de montrer les lésions caractéristiques, faute justement de prélèvements formulés. En ce qui concerne Chlamydophila, c'est également une bactérie intracellulaire obligatoire. Sa particularité, c'est que le cycle de multiplication prend en compte en fait une alternance de corps élémentaires qui portent la virulence de la bactérie et de corps réticulés qui portent la multiplication en fait, de la bactérie. On a démontré en fait un tropisme particulier pour le placenta, des ruminants ovins et caprins, avec des prévalences décrites au Canada qui peuvent aller jusqu'à 35,4%. Par contre, dans l'espèce équine, sur la même étude qui a porté sur 407 avortons, nous avons décelé qu'un cas de positivité à Chlamydophila. On retrouve aussi dans cette famille de pathogènes intracellulaires Anaplasma phagocytophilum, qui a été découverte en 1952. C'est l'agent responsable de l'Ehrlichiose, c'est également une zoonose, et ça induit des anomalies du bilan sanguin. Vous pouvez voir ici, par exemple, un granulocyte infecté par cette bactérie, avec une coloration spécifique. Et je vous ai mis ici, à titre d'information, le cycle de multiplication, qui passe par différentes phases pour infecter les cellules. En termes de transmission de ces bactéries, il y a forcément besoin d'un vecteur. C'est les tiques de la famille Ixodes ricinus. Et on peut voir en fait que ici vous avez l'évolution de la tique, de sa phase œuf à sa distinction entre mâle et femelle. Et le passage en fait d'une phase à l'autre nécessite en fait un repas de sang, soit par les petits mammifères, soit par les grands mammifères à l'âge adulte. Et c'est ce repas de sang qui va transmettre la bactérie aux animaux. Et donc sur les études que nous avons menées, nous n'avons pu démontrer que des rares cas positifs par PCR dans l'espèce équine. En ce qui concerne Neospora, là on passe aux protozoaires.
Aujourd'hui, il y a 2 espèces qui sont décrites, Neospora caninum et Neospora hugesi. Neospora caninum a clairement été démontré comme un agent abortif majeur de l'espèce bovine. À titre également d'information, vous avez ici le cycle épidémiologique d'infection. L'hôte principal est le chien, l'hôte définitif est le chien. Il va excréter via ses fesses des zookystes, et c'est les zookystes en fait qui vont être ingérés par les hôtes intermédiaires, comme le cheval, ou donc être mangés par ces animaux, pour ensuite transmettre le parasite au fœtus, qui sera du coup infecté et induire l'avortement. Et alors, par rapport aux études sur l'espèce équine, le premier cas a été démontré aux États-Unis en 1990, où il y a eu une mise en évidence directe du parasite, et ils ont montré également que ce parasite pouvait passer la barrière placentaire. En France, nous avons démontré aussi des détections sporadiques, et toujours par PCR, et aussi sans lésions caractéristiques. Par contre, il y a un autre parasite qu'il est important de suivre dans cette famille, c'est Neospora hugesi. Et une équipe donc, aux États-Unis, Pusterla et collaborateurs en 2011, ont mis en évidence la transmission de ce parasite au niveau du placenta, de la jument au fœtus. Par contre, le problème là, c'est que nous n'avons pas de souche aujourd'hui positive de ce parasite, donc il est extrêmement difficile de créer du coup les outils de détection qui vont avec. Lorsqu'on parle des hémopathogènes, donc il y a 2 espèces majeures, donc c'est Theileria equi, Babesia cabali. Ce sont des parasites des globules rouges. C'est les agents responsables de la pyroplasmose, maladie également transmissible par les tiques. Et aujourd'hui, il est démontré des cas cliniques d'avortement à Theileria equi, mais aucun cas de Babesia cabali. Par rapport aux bactéries spiralées, nous avons voulu faire le parallèle par rapport aux leptospires, puisque c'est également, ils font également partie de la famille des spirochètes. Mais Borrelia burgdorferi, qui est l'agent responsable de la maladie de Lyme, a également été démontré comme potentiellement abortif dans l'espèce bovine et équine, et même chez les hommes. Donc il nous a paru intéressant de creuser cette piste. C'est également une maladie infectieuse qui est émergente et transmise par les tiques. Et il y a aussi des cas aux États-Unis de transmission par passage transplacentaire. Donc là, il y a un réel parallèle à faire avec les leptospires. Et c'est ce que nous sommes en train de creuser actuellement pour essayer de déterminer la prévalence en France. Sur les bactéries nocardioformes, pour compléter les dires de Claire, juste à titre indicatif, c'est des bactéries, c'est des bacilles qui forment des branchements et des filaments pour induire des mycéliums. Ce sont des bactéries du sol qui se retrouvent au niveau de l'eau et des plantes, et c'est la voie d'infection par les animaux. Pour les animaux, la colonisation des voies respiratoires et digestives. Bon, les lésions de placentite, je passe, vous les avez vues donc sur la présentation de Claire Laugier. Alors la prévalence, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, il y a quand même 3,5% des avortements qui sont induits par ces bactéries. Et en France, on n'a aucune étude qui démontre la prévalence de ces bactéries. Du coup, c'est également des pistes que nous sommes en train de creuser. Et pour finir donc, sur cette liste de nouveaux pathogènes recherchés, il y a les mycobactéries. Ce sont des bacilles acido-alcano-résistants. Alors on connaît, nous, chez l'homme, 2 espèces majeures, c'est l'agent de la tuberculose et l'agent de la lèpre. Mais il y a toute une autre famille qui sont les mycobactéries atypiques qui peuvent justement induire des avortements équins. Et ça a été démontré à travers le monde dans les nombreuses études dont je vous ai mis la référence ici. Et les signes caractéristiques sont très proches de ce qui est observé pour les bactéries nocardioformes. Donc il n'y a pas de données aujourd'hui non plus en France. Du coup, c'est également des pistes de recherche. Donc en bilan... ça ne marche pas. Ah, voilà. En bilan de ces premières recherches, c'est qu'on a pu mettre en évidence des pathogènes abortifs peu ou pas décrits dans l'espèce équine. On a pu confirmer que certains agents décrits dans d'autres régions du monde
mais qui jusqu'alors étaient uniquement suspectés en France. On a bien aussi démontré qu'il était important d'analyser le placenta plus les autres organes du fœtus, parce que quelquefois le placenta est positif et les organes négatifs. Donc c'est vraiment un organe qu'il faut privilégier dans les analyses. Par contre, voilà, nous pouvons faire que des études rétrospectives sur des banques d'acides nucléiques conservés à moins 80. Les analyses sont souvent des PCR individuels qui ciblent un pathogène. Donc la limite de cette approche par PCR, c'est essayer d'expliquer pourquoi certains germes sont détectés, mais est-ce que c'est des contaminants ou quel est leur rôle dans ces échantillons. Comment expliquer une PCR positive en l'absence d'analyse complémentaire, notamment d'histologie. Comment expliquer une PCR positive sans lésion du tissu, mais également en présence de résultats contradictoires. Que signifie une PCR positive? Et ensuite, faute d'organes disponibles, il n'est pas toujours possible de confirmer avec des analyses complémentaires. C'est pourquoi on a souhaité modifier le protocole avortement du RESP en 2016, en ayant le protocole de base, donc, que vous a décrit tout à l'heure le professeur Brouillas, et d'ajouter un volet d'échantillons destinés à la recherche, donc tous les aspects organes formolés pour vraiment aller jusqu'au bout et démontrer des lésions au niveau des organes, pour les organes formolés, et puis d'ajouter des tubes de sang de la jument et du fœtus pour vraiment faire des PCR sur les bons prélèvements, par exemple sur les hémopathogènes, orienter vraiment l'analyse sur des échantillons hyper irrigués comme la rate ou les tubes de sang, et de vraiment réaliser l'analyse histologique lorsque les PCR sont positifs. Et puis, en termes de perspective un peu plus à plus long terme, c'est d'aller vers de la métagénomique. Alors la métagénomique, c'est une science un peu nouvelle. C'est vraiment décrit comme le microscope du 3e millénaire. C'est de faire, en fait, sur un échantillon prélevé, un inventaire de tout ce qu'il y a dans cet échantillon. Et donc, du coup, après une extraction de l'ADN, purification, séquençage de toutes les séquences d'ADN contenues dans l'échantillon, d'avoir en fait une affiliation taxonomique des séquences pour avoir les organismes présents dans l'échantillon, mais aussi essayer de faire une affiliation fonctionnelle des séquences pour essayer de déterminer les fonctions réalisées dans l'échantillon de ces pathogènes présents. Et donc ça permet, alors c'est un peu petit, mais ça permet en fait d'obtenir des schémas comme celui-ci, où vous avez ici les différentes couleurs, c'est les différentes espèces bactériennes connues, et du coup d'attribuer des pourcentages de votre échantillon sur les différentes espèces. Voilà. Là, c'est par exemple le résultat de la composition en espèces bactériennes d'un échantillon analysé. Et donc, ça nous permettrait de vraiment faire le lien avec l'avortement qui... en tout cas, moi, je le pense, c'est un processus multifactoriel et pas juste la cause d'un agent infectieux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Albertine. Est-ce qu'on a des questions? Ah, il y a plein de mains qui se lèvent. Merci pour la présentation très claire. Beaucoup de professionnels de la filière nous demandent des sérologies Pyrolike, grâce notamment au réseau Pyrolike. Et il y a un nombre non négligeable de porteurs chroniques Theileria equi. Donc ces chevaux, souvent de course, deviennent des chevaux rentrent après à l'élevage. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire une recherche couplée Theileria equi, avortement, quand on sait, ou qu'on ne sait pas, que la jument est porteuse chronique du parasite? Ça pourrait être quelque chose d'envisagé. Après, je pense que c'est... Parce qu'au niveau des échantillons Pyrolike positifs, ça représente quand même un nombre important de... Ça va être le coût, finalement, de l'analyse,
puisque voilà, associer les deux, ça augmente forcément les coûts. Donc on sera à un moment bloqué par les coûts, je pense. Si les éleveurs veulent le faire, c'est possible. Ah oui, s'ils veulent faire, oui, il n'y aura pas de prise en charge par le reste, non, quoi. Et si, Ah oui, tout est possible. ils sont intéressés, c'est-à-dire que l'éleveur paye l'analyse, est-ce qu'il y a des PCR possibles sur organes et placenta? Oui, tout à fait, On oui. peut leur proposer ça. Oui, Mais complètement. est-ce qu'on peut conclure à un avortement dû à la pyro ou à l'IM? Eh ben, il faut associer l'organe formolé. Et si on retrouve l'agent dans l'organe, on peut conclure à un avortement dû à ce parasite? Ben, il faut, à mon avis, avoir tout l'historique épidémiologique et essayer de voir... vous voyez, enfin, après, je pense que tous les résultats positifs, on ne peut pas dire que l'avortement est dû à ce pathogène. Il y a vraiment un historique qui est spécifique de l'individu. Donc, et puis la quantité aussi décelée. Ouais. Merci. On avait une autre question là devant. Oui, il y a des pathogènes qu'on a vus tout à l'heure, type fièvre Q, néosporose ou mycobacterium, qui sont des causes majeures dans d'autres espèces. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une prévalence faible dans l'espèce équine ou c'est sous-diagnostiqué? Non, je pense que c'est sous-diagnostiqué. Parce que soit on ne les recherche pas dans les bons prélèvements, soit on ne va pas jusqu'au bout, justement, d'associer les lésions caractéristiques sur les organes formolés. Donc d'où l'importance de bien faire passer des prélèvements. Oui, complètement, oui. Merci. On ne sait pas, mais... Oui. Mais comme on en recherche que dans 1 sur 27, donc c'est voilà, plus on augmentera le cas de déclaration, plus on affinera les choses. Actuellement, on essaye d'avoir une... Juste, excusez-moi, parce qu'en région, ils vous entendent pas bien quand dans la salle, on n'a pas le micro. On n'a même pas une idée de l'incidence de l'infection générale, puisque dans les autres espèces, on peut faire des enquêtes sérologiques. Donc là, pour l'instant, il y a un prémisse d'enquête sérologique chez le cheval en France, et notamment dans les sites qui ont été identifiés comme étant des endroits où il y a eu des avortements ruminants à fièvre Q. Parce qu'il y a eu un réseau d'épidémiosurveillance avortements ruminants qui s'est focalisé sur la fièvre Q. Donc on avait essayé de contacter ce réseau en disant pourquoi pas faire d'une pierre deux coups et mettre les chevaux avec. Ça a été un coup d'épée dans l'eau, c'est pas grave, on est un peu têtu donc on va y arriver. Et donc il y a au moins une enquête sérologique déjà pour aller voir si quel est le taux sérologique le taux d'incidence sérologique chez le cheval, parce qu'il y a une ou deux publications dans le monde qui semblent montrer qu'effectivement on peut avoir une contamination équine. Après, est-ce que ça entraîne des signes cliniques ou pas? Possible, parce que la fièvre Q, on la connaît chez pratiquement toutes les espèces, mais voilà. Moi, j'avais aussi une question pour vous trois. Là. Albertine a parlé des mycobactéries. Chez le cheval, on trouve notamment du Mycobacterium avium. Et là, je pense aussi qu'on a des sous-diagnostics. Ça provoque des problèmes digestifs, des problèmes respiratoires. Je voulais savoir, comme cette bactérie, elle n'est pas si facile que ça à trouver et que la PCR se fait dans des labos quand même spécialisés. Maintenant, ça sera peut-être plus étendu. Est-ce qu'il y a des lésions caractéristiques, Claire, qu'on peut trouver et est-ce que cette bactérie-là, elle peut provoquer aussi des avortements De ce que je me rappelle de la littérature, il y a dans la plupart des articles que j'ai pu lire sur les avortements chez la jument dus à des mycobactéries, qui restent des événements isolés, il y a des lésions de placentite macroscopiques. Par contre, parfois elles sont localisées à l'étoile cervicale, parfois pas. Mais assez évidente. Je crois qu'il n'y a qu'une seule publication où c'est uniquement histologique, il n'y a pas de lésion macroscopique. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Oui, moi j'ai une question de la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher qui est: quelle est l'incidence de la vermifugation sur la jument? A priori, sauf s'il y a vraiment un déficit important du fait d'une forte infestation parasitaire et donc des troubles importants qui peuvent diminuer les échanges entre la mère et le fœtus,
il n'y a pas d'action directe reconnue de parasites digestifs, je suppose, puisque vermifugation, sur le fœtus. Juste c'est une parenthèse, éviter de vermifuger des animaux trop lourdement infestés parce qu'il y a éventuellement des conséquences cliniques graves avec des chocs allergiques et des diarrhées. Donc j'ai la même question avec la vaccination rhino. J'avais pas compris, c'était l'effet du vermifuge sur l'avortement. Ah oui, voilà, c'était dans l'autre sens. Il n'y a pas non plus de démonstration formelle. On considère au contraire qu'il faut vermifuger notamment les juments en fin de gestation pour prévenir les des poulains à la naissance. Et le réseau de pharmacovigilance, je pense, n'a pas de retour d'avortement induit par une vaccination, par une vermifugation. Et pour la vaccination rhinopneumonie, au contraire, on conseille de vacciner les juments pendant la gestation. Donc on va pas voir une induction d'avortement. La seule précaution à prendre, c'est d'être sûr que la jument n'est pas malade quand on la vaccine. On a une autre question derrière. Il y a une dizaine d'années, il était sorti dans la littérature une association entre les avortements et le vésivirus. Mais après ça, j'ai pas trouvé grand-chose d'autre là-dessus. Est-ce que vous avez de l'expérience clinique ou en recherche là-dessus ou... Non. Non. Ça me dit rien du tout. La réponse est claire. J'ai trouvé un article en fait là-dessus où en séroprévalence, les juments qui avaient avorté avaient étaient plus positives en vésivirus. Comment les recherches sérologiques de manière générale? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Déjà, est-ce que Loïc sait ce que c'est que le vésivirus? Parce que... On me tend le micro pour dire non, tout simplement. Donc non, désolé, je ne connais pas ce virus-là. À voir. Alors je précise que Loïc Legrand est du laboratoire l'ABO Franck Dincombe et notre petit éclairage laboratoire. Hein. Et deuxième commentaire, de manière générale, c'est les sérologies. C'est toujours très difficile de relier une sérologie unique à un avortement. Si on arrive à faire ce que l'on expliquait peut-être un peu rapidement tout à l'heure, des cinétiques, c'est-à-dire un prélèvement au moment de l'avortement et puis un deuxième prélèvement sanguin un mois après, et qu'on a une véritable conversion sérologique, c'est-à-dire une augmentation considérable du taux d'anticorps entre le moment où la jument avorte et un mois plus tard, on peut se dire qu'effectivement la jument était en train de faire une infection vis-à-vis de ce... Enfin, à cause de cet agent pathogène, et du coup, cet agent pathogène est quand même probablement responsable de l'avortement. Ce qui peut se produire assez souvent lors d'avortement, c'est que l'infection est bien plus ancienne, donc on n'aura même pas de conversion sérologique dans le mois qui va suivre, parce que en fait, la jument était déjà infectée avant, et a un taux plus ou moins élevé au moment de l'avortement qui ne va pas beaucoup bouger. Donc c'est très très difficile de conclure sur des sérologies, et vous avez vu qu'on ne le fait pas en première intention. C'est vraiment l'identification des germes qui peuvent nous mettre sur la piste. On a une question encore derrière. Oui, bonjour. Suite à la rupture des vaccins pour la rhinopneumonie, quel protocole de vaccination recommandez-vous? Je pense qu'on vous garde la primeur pour le cas, un des cas de cet après-midi. Okay. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle?
Donc si on n'a pas d'autres, merci beaucoup à nos 3 conférenciers de ce matin et on va faire une petite pause.